Alors bonjour tout le monde, ça fait le plaisir de pouvoir vous parler de la grande passion de ma vie qui est la géopolitique de l'énergie. En une minute, je me présente, mon nom est Yvan Clich, je suis un ancien d'Hydro-Québec, j'ai fait ma carrière à Hydro-Québec et j'ai toujours su qu'à ma retraite, j'allais faire de la recherche dans ce milieu de l'énergie qui m'a fait donner de si belles expériences professionnelles. Et donc, suite à quoi j'ai rejoint le Centre d'études et de recherche internationale de l'Université de Montréal, le CERIUM. Depuis, j'ai écrit un livre sur la géopolitique de l'énergie qui est paru en 2022 et également fait plusieurs commentaires dans les médias sur ce sujet. Alors, on va commencer donc sur la géopolitique du pétrole. La présentation, évidemment, va durer environ une trentaine de minutes, j'espère, 35 minutes, période de questions. Alors, on y va un petit peu en point form. Là, je vais évidemment devoir passer de façon assez rapide sur des sujets qui ont fait l'objet de films, de documentaires et de gros bouquins. Alors, quand on parle de géopolitique, au départ, c'est vraiment venu de géopolitique de l'énergie. C'est vraiment venu du fait, on peut faire remonter ça en gros, là, en 1911, avec la décision absolument historique de la Grande-Bretagne de convertir ses navires militaires du charbon au pétrole, parce qu'on sentait venir en 1911 la guerre avec l'Allemagne, la Première Guerre mondiale. Déjà, les autorités britanniques s'en doutaient et voulaient conserver une supériorité sur le plan maritime. Et donc, l'utilisation du pétrole permettait d'aller plus vite, plus loin, d'être plus efficace, d'être moins repéré. Ça requérait aussi moins de ressources humaines. Donc, on a décidé d'y aller avec ce type d'énergie, donc avec du pétrole pour faire bouger les navires. Mais ce faisant, la géopolitique est née de cette décision. On devait aller chercher ce pétrole dans d'autres pays, dans d'autres régions du monde, puisqu'on n'en avait pas en Grande-Bretagne, contrairement au charbon où on en avait en abondance. Et donc, est née la géopolitique de l'énergie et donc était une géopolitique du pétrole. Et il fallait aller chercher cette énergie-là, cette nouvelle source d'énergie miraculeuse à l'époque, dans des pays souvent instables politiquement et assurer ensuite un flux d'approvisionnement qui soit fiable et constant. Donc, l'importance... le pétrole a rapidement acquis donc une importance militaire. Donc, a été utilisé de façon importante lors des deux grandes guerres. C'était vraiment la source d'énergie dont il fallait s'assurer un approvisionnement sûr et certain. Ensuite, après la Première Guerre mondiale, mais encore plus après la Deuxième Guerre mondiale, c'est devenu le poumon de l'économie, littéralement. Donc, ça a acquis une très grande importance économique. D'ailleurs, encore aujourd'hui, même si on associe le pétrole à une énergie du passé, il y a une corrélation presque parfaite entre la popularité d'un président américain, encore maintenant aux États-Unis, et le prix de l'essence. La preuve, lors des élections de mi-mandat en 2022, donc tout récemment, aux États-Unis, le président Biden a mis sur le marché des réserves, les Américains conservent des stocks de pétrole, il a mis sur le marché une quantité historique de pétrole pour s'assurer que les résultats soient un peu meilleurs pour le camp démocrate. Géopolitique, j'en ai parlé, donc concentration des ressources dans des pays instables politiquement. Et les grands enjeux qui tournent autour du pétrole, c'est donc avoir accès à un approvisionnement fiable, constant, qui ne soit pas interrompu, d'autant que justement la plupart des pays producteurs étaient, je le mentionnais, pas toujours nécessairement fiables, ou on pouvait assister à des changements de régime, etc. Donc il fallait trouver des manières d'avoir cette assurance, d'avoir un flux constant de cette source d'énergie à un prix raisonnable. Ça, c'est aussi important parce que c'est bien beau d'avoir du pétrole, mais il doit être aussi accessible sur le plan des prix pour que tout le monde puisse l'utiliser. Et également, et par la suite, je dirais, après ce premier enjeu d'approvisionnement, lorsque le pétrole a été utilisé commercialement à partir des années 1870, on a glissé vers des inquiétudes davantage du côté du prix. Et maintenant, le pétrole, ben là, on l'associe essentiellement
à l'enjeu des climatiques. Ça a commencé par la pollution de l'air au départ. Souvenons-nous qu'en Californie, on a adopté dès les années 70-80 des réglementations très sévères concernant les émissions de carbonique qui venaient de la consommation de pétrole. Et puis depuis, disons, une vingtaine, trentaine d'années, c'est vraiment l'enjeu climatique qui a pris le devant de la scène. Alors, ça reste encore aujourd'hui le pétrole, la marchandise la plus échangée du monde. Si vous êtes en Méditerranée, par exemple, je vous donne un exemple, vous regardez un navire au loin, une chance sur trois que ce soit un navire pétrolier qui transporte du pétrole. C'est l'armée américaine consomme, c'est la plus grande consommatrice de pétrole, 100 millions de barils par année. C'est une journée de consommation mondiale. Donc, vous voyez encore une fois l'importance du pétrole pour la plus grande institution militaire au monde. Et il y a toujours 35 000 soldats qui sont au Moyen-Orient, entre autres, mais beaucoup, pour assurer la libre circulation du pétrole dans le golfe Persique, là, autour des pays producteurs de la région. Donc, ces soldats-là ont été envoyés dans le golfe Persique après les années 1980, quand le régime iranien est tombé, le régime iranien qui était un peu la police, le gendarme des États-Unis ou l'allié des États-Unis pour assurer ce flux ininterrompu de pétrole. Quand le régime est tombé, les Américains ont dit, on doit faire le travail nous-mêmes. Ils ont envoyé des soldats, ils y sont encore. Il n'y a aucune discussion aux États-Unis à savoir de les rapatrier. Ils sont là pour y rester. Encore une fois, quand même, un contingent, c'est le plus grand, important contingent de soldats américains hors des États-Unis. Ce qui est important aussi, je pense, de mentionner, c'est qu'on vit une période historique aussi en termes de géopolitique liée à l'énergie. Et l'année 1922 concentre en elle-même, je dirais, presque une décennie d'événements à très grande portée, d'événements très significatifs. On a eu une chute drastique des exportations russes de gaz vers l'Europe. La Russie alimentait depuis des décennies l'Europe en gaz, donc on comblait environ 40-45% des besoins de gaz du continent. On a vu aussi des sanctions contre le pétrole russe. Je vous rappelle que toujours aujourd'hui, le Canada, l'Europe et les États-Unis n'achètent plus de pétrole de la Russie. Pour la première fois dans l'histoire pétrolière, encore une fois une histoire qui est bien au-delà de 150 ans, un cartel d'acheteurs s'est formé et on s'est dit on ne veut plus acheter le pétrole russe au-delà d'un seuil de 60 $ le baril. La mécanique est un peu plus compliquée, c'est qu'en fait les Occidentaux n'achètent plus le pétrole, mais demandent aux assureurs et aux transporteurs occidentaux de ne pas transporter du pétrole russe si il est au-delà de 60 $ le baril. Encore une fois, c'était une première. Suite à la crise pétrolière des années 70, les pays occidentaux se sont constitués des stocks de pétrole. On n'en a pas au Canada parce qu'on juge que l'Alberta étant producteur, c'est pas absolument nécessaire. Mais les États-Unis, suite à la crise pétrolière des années 73, dans l'année 1973, ils ont constitué des stocks de pétrole, quantité très importante, 700 millions de barils en Louisiane et au Texas. Et ils ont utilisé ces stocks-là seulement que 4 fois depuis. Et c'était à hauteur d'environ 30-40 millions les 3 premières fois. Et en 2022, 200 millions de barils ont été mis sur le marché pour atténuer la hausse des prix de l'essence consécutive à l'invasion russe de l'Ukraine. Et suite à quoi, moi je pense qu'encore une fois, c'est une année charnière. On a assisté à ce qu'on pourrait considérer à une accélération des efforts de transition énergétique avec l'Inflation Reduction Act aux États-Unis. On en reparlera plus loin. Également un programme en Europe, le Pacte industriel vert, et également le budget canadien de 2023 qui a accordé des crédits très importants aux énergies décarbonées. Alors, juste pour vous rappeler combien cette année de 2022 va sûrement avoir des impacts à long terme. Je vous rappelle donc la crise de 1973, un embargo de pays arabes producteurs de pétrole qui voulaient faire bouger un peu les lignes du conflit au Moyen-Orient, et la révolution iranienne de 1979 avec le régime qu'on connaît encore aujourd'hui. Ça a donné lieu à une crise économique extrêmement importante dans les années 1980. C'est là qu'on a connu c'est quoi la stagflation.
donc à la fois du chômage et de l'inflation, donc un cauchemar économique. Je m'en souviens très bien, c'est dans ces années-là que je suis sorti de l'université et le marché de l'emploi était un véritable désert. Il n'y avait plus d'emplois disponibles parce qu'il y avait une crise économique très importante, mais il y a eu, encore une fois, des effets majeurs sur la vie des pays, de nombreux pays. On pense la France est lancée dans le nucléaire. La France est un pays électronucléaire. C'est suite à la crise de 1973. Même chose au Japon. On a créé l'Agence internationale de l'énergie. Vous en entendez parler surtout pour la qualité de ses rapports, mais la première mission de l'Agence internationale de l'énergie, c'est la sécurité énergétique et au départ, la sécurité pétrolière des pays riches. Je voulais mentionner les États-Unis, mais le président Reagan a dit, bon, on n'a plus d'alliés dans la région, alliés militaires, on a envoyé des troupes au Moyen-Orient et vous voyez comme l'histoire se télescope. C'est là aussi où les Européens ont décidé d'acheter du gaz russe en très, très grande quantité, notamment du côté de l'Allemagne. Et ça a aussi eu des effets au Québec. Au Québec, souvenons-nous, c'était la fin des projets de la baie James et on s'est dit, nous aussi, on est dépendants de pays qui sont pas toujours fiables sur le plan pétrolier. Donc, c'est là qu'on a électrifié. Cette électrification du chauffage au Québec découle de cette crise des années 1970 et ça a été fait pour cette raison-là. Et aujourd'hui, on le sait tous, on s'en félicite parce qu'on est un peu à l'avance dans le domaine de la transition énergétique en raison de cette décision prise conséquente à une crise pétrolière. Alors, l'évolution ici là aussi, quand on parle de géopolitique de l'énergie, c'est une acétate pour mettre les choses un petit peu en perspective. C'est une acétate que j'aime bien parce que vous le voyez, c'est un peu l'histoire aussi du développement énergétique, en utilisation de la biomasse, donc à partir bien avant 1800, là, mais une utilisation massive dans le mix énergétique du bois pour se chauffer. Le charbon, révolution industrielle, on le sait, en Grande-Bretagne et ensuite dans d'autres pays. Et ensuite est apparu le pétrole dans les années 1870, d'abord aux États-Unis et ensuite ça s'est répandu rapidement en Russie et dans le reste du monde. Le gaz naturel est apparu plutôt dans les années 1950, notamment en Europe. Et vous voyez ici la petite portion des autres énergies. Ce sont surtout des énergies renouvelables. Donc, on voit que dans l'histoire, dans l'échelle humaine, ce sont des énergies qui sont apparues quand même beaucoup plus récemment et qui sont encore assez faibles dans le mix énergétique. On se rappelle que le mix énergétique est toujours à plus de 80% composé de pétrole, de gaz et de charbon. Donc, on le voit ici dans le bleu, l'hydroélectricité, c'est la plus vieille énergie renouvelable, mais les autres se sont additionnés récemment, mais sont en expansion continue, comme on le sait. D'ailleurs, on parle beaucoup de transition, mais est-ce que nous sommes véritablement en transition énergétique? Pas sûr. En fait, on additionne de l'énergie. Les énergies renouvelables n'ont pas encore eu la vocation de remplacer les énergies fossiles. Ils ont plutôt, je dirais, pris de la croissance de la demande énergétique qui aurait normalement probablement été comblée par des énergies fossiles. C'est pas le cas. On est encore en addition énergétique. La raison est très simple. La population mondiale est encore en croissance. La population africaine va doubler d'ici 2050 et dans plusieurs pays, notamment en Asie, on s'attend à ce que le niveau de vie double aussi d'ici 2050. Donc, on est encore dans une période de forte croissance énergétique et les renouvelables viennent combler une partie de ces besoins, mais n'ont pas encore remplacer les énergies fossiles. À preuve, l'année dernière et l'année d'avant, c'était une consommation record de pétrole à plus de 100 millions de barils de pétrole par jour. Autre aspect important quand on parle de géopolitique de l'énergie, surtout pour les années à venir, dans les pays riches, on peut presque considérer qu'on est plutôt en stagnation, quoique là, il va y avoir un décollage, notamment avec la consommation d'électricité, puisque c'est avec de l'électricité propre qu'on va faire cette transition. Mais dans les pays en développement, on est encore vraiment en très grande croissance, porté par deux pays très importants, comme on le sait, la Chine et l'Inde. La Chine a pris beaucoup de l'augmentation de la consommation énergétique mondiale au cours des 20-30 dernières années. On le sait, on a envoyé nos usines là-bas, donc les Chinois ont consommé beaucoup plus d'énergie que les décennies antérieures. Et cette croissance-là, elle est encore en hausse pour les prochaines décennies. Alors,
Autre aspect, je pense qu'il est important de se rappeler dans la remodulation des rapports de force dans le secteur de l'énergie. Ça a été une révolution silencieuse qu'on n'a pas vu venir. Moi, je m'en souviens aussi qu'à Hydro-Québec, quand j'y étais, personne n'avait prévu ça. Et puis, c'était pas qu'Hydro-Québec, absolument tout le monde n'avait pas vu venir cette révolution des gaz de schiste. C'était une technologie qui était connue, mais on n'avait pas encore la recette magique là, pour l'exploiter de façon commerciale et avantageuse sur le plan de la rentabilité. Donc, les États-Unis ont en fait, plus précisément, un entrepreneur, George Mitchell, du Texas, a réussi à trouver cette recette magique donc pour extraire du sous-sol américain du pétrole et du gaz de schiste, donc avec du forage horizontal et l'utilisation de produits chimiques pour casser des roches et créer des réservoirs. Donc, au lieu d'avoir simplement un réservoir naturel dans le sol, on créait de façon un peu artificielle un réservoir en brisant des roches qui contiennent du pétrole et du gaz. Et rapidement, quand j'ai écrit mon livre, c'est une des choses qui m'a le plus étonné, c'est la vitesse très importante avec laquelle les États-Unis ont exploité cet avantage. En 2005-2006, les Américains pensaient manquer de gaz et en 2009, donc 4 ans plus tard, ils sont pas seulement devenus un producteur de gaz, ils sont devenus le plus grand producteur de gaz au monde. Même chose en 2018, je pensais pas voir ça de mon vivant. Les États-Unis non seulement sont devenus un producteur de pétrole plus important, ils l'étaient déjà, mais leur production était en déclin. Ils sont devenus le premier producteur de pétrole au monde, et c'est encore le cas aujourd'hui, a dépassé l'Arabie saoudite en 2018 et en 2022. Les Américains, et encore l'année dernière, ça a été reconfirmé, c'est devenu le plus grand exportateur de gaz naturel liquéfié au monde, donc ça a complètement remodelé le paysage énergétique à l'échelle internationale. Et bien sûr, c'est venu aussi éroder fortement les parts de marché de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. Alors, on va le voir ici. Comme vous le voyez, vous voyez ici, je vous parlais d'un déclin de la production. Là, la courbe en bas, la courbe en bleu, c'est justement ce déclin de la production américaine. Et vous voyez cette explosion à partir de 2008-2009. Et le cercle rouge, ça indique l'année où les États-Unis ont surpassé l'Arabie saoudite comme premier producteur mondial de pétrole. Puis je fais un pas de côté, une petite note d'histoire. Vous voyez ici, en 1985, une baisse très importante de la production pétrolière. Et 5 années plus tard, pas de la production, mais des prix, une très forte diminution des prix suite à une décision de l'Arabie saoudite de nettoyer un peu le marché parce que les pays producteurs de pétrole réunis au sein de l'OPEP ne respectaient pas leurs quotas. Ils ont dit, on en a marre, on va baisser les prix, donc les gens vont comprendre qu'avec des prix bas, ils vont arrêter de surproduire. Et 5 ans plus tard, l'URSS tombait. Et c'est véritablement un des facteurs déterminants de la chute de l'Union soviétique, c'est cette baisse des prix, la Russie étant depuis très longtemps un pays producteur, un important pays producteur de pétrole. Et vous voyez ici l'autre graphique est encore plus spectaculaire. Les Américains pensaient manquer tellement de gaz qu'il y avait une réglementation à Washington pour interdire l'exportation de gaz. C'est interdit d'exporter du gaz aux États-Unis. Avec l'apparition des gaz de schiste, l'émergence de cette industrie, le président Obama a levé cette interdiction. Et voici depuis quelques années, donc à peine 7-8 ans, ce qui est peu à l'échelle de l'énergie, qui est un monde de temps long, mais vous voyez l'augmentation spectaculaire des exportations de gaz des États-Unis vers les autres pays, facteur qui a été déterminant dans la crise de 2022 en Europe, puisque qui est venu combler en grande partie les besoins de gaz de l'Europe suite à la décision russe de bloquer les exportations, ça a été les États-Unis d'Amérique. Et j'en profite aussi pour vous dire que les Américains ont fourni 80% du pétrole aux forces alliées lors de la Première Guerre mondiale, 90% lors de la Deuxième Guerre mondiale et autre crise majeure qui est venue, entre guillemets, à la rescousse des Européens. Encore une fois, c'était les États-Unis. Alors, le deuxième facteur aussi qui est très de grande importance, c'est oui, il y avait du gaz, effectivement, qui était disponible pour les Européens en 2022,
mais il aurait suffi de quelques années pour que les Européens se retrouvent vraiment véritablement coincés. Et pourquoi? Bien parce que l'industrie du gaz naturel liquéfié, ça fait pas très longtemps là, qu'on fait circuler du gaz sur mer. Habituellement, c'était évidemment, le gaz était transporté par tuyau, donc c'était véritablement un commerce plutôt régional. Et là, ce commerce est mondialisé, donc le gaz est devenu un peu comme le pétrole, une énergie maintenant commercée à l'échelle internationale et qui a donc sa propre géopolitique. Alors, cette géopolitique du pétrole dont je vous ai parlé au début, on a maintenant aussi une géopolitique du gaz. Géopolitique, justement, qui s'est jouée en 2022 quand le président Biden a demandé aux producteurs américains le plus possible d'envoyer leur gaz, non pas en Asie, mais en Europe. Et c'est venu justement d'un commerce qui s'est beaucoup développé ces dernières années, depuis environ une vingtaine d'années. C'est venu de l'accident nucléaire de Fukushima en 2011. Les Japonais ont interrompu toutes leurs centrales nucléaires. 30 à 40 des besoins énergétiques ne pouvaient plus être comblés du jour au lendemain. Donc, ils sont fait appel au marché mondial pour obtenir du gaz en remplacement du nucléaire. Alors, à partir de ce moment-là, évidemment, l'industrie s'est beaucoup développée. Le Japon étant un pays très important, on a construit des navires et avec la production américaine aussi qui avait explosé, on a pu donc combler les besoins du Japon suite à cet incident historique sur le plan de l'énergie nucléaire. Un mot pour vous signaler aussi que le Canada, qui est 5e producteur mondial de gaz, va, entre guillemets, enfin, je parle du point de vue des producteurs, entrer dans ce marché en 2025 avec un terminal d'exportation en Colombie-Britannique. Ça va beaucoup changer la donne pour le Canada. Donc, le Canada va maintenant participer à ce marché mondialisé du gaz à partir de l'année prochaine. Troisième facteur, et ça, vous en avez, je le sais, entendu parler, mais encore une fois, dans l'échelle de l'énergie, monde de temps long, une percée absolument spectaculaire des énergies renouvelables. On parle par exemple du solaire. Le solaire, ça a été développé aux États-Unis. Ensuite, l'Allemagne a tenté aussi l'aventure avec des programmes incitatifs. Ça a été fait également au Japon, mais je dirais celui qui a mis la balle dans le but, c'est véritablement la Chine, avec une mise à l'échelle absolument spectaculaire de l'énergie solaire et également de l'énergie éolienne. Donc, comme vous le voyez ici, des baisses spectaculaires des prix depuis seulement 10 ans. Ce qui est quand même pas grand-chose, mais ça, évidemment, bouleverse la donne. Puis notamment, ça fait en sorte que si avant, on parlait de transition, mais on n'avait pas vraiment les moyens de la transition, il n'y avait pas énormément, il n'y avait pas pléthore de technologies disponibles pour faire cette transition, bien maintenant, on considère et on sait qu'on peut effectivement faire une poussée beaucoup plus grande pour remplacer les énergies fossiles par ces énergies qui sont maintenant devenues très accessibles sur le plan du prix et sur le plan également de leur disponibilité. Maintenant, comme vous le savez, le solaire est devenu l'énergie la moins chère en termes de production. Autre changement important dans cette géopolitique qui se dessine, donc de cette géopolitique de la transition énergétique, c'est grâce à cette percée spectaculaire surtout de l'énergie éolienne et solaire. Pour la première fois depuis 150 ans, les investissements dans les énergies décarbonées, on pourrait dire, là, on inclut le nucléaire et autres, ont été l'équivalent, encore une fois en 2022, année charnière, aux énergies fossiles. Donc, même niveau d'investissement, 1 trillion de dollars d'investissement dans les énergies carbonées et les énergies décarbonées. Et l'année dernière, en 2023, les énergies décarbonées ont dépassé le seuil d'investissement consacré aux énergies fossiles. Mais tout ça, c'est bien beau, mais la moitié de ces investissements-là dont je vous parlais, c'est fait par la Chine. Et avec une avance absolument considérable sur les autres pays qui s'intéressent beaucoup à la transition énergétique, donc entre autres dans les pays riches. Donc, il y a là déjà un certain déséquilibre qu'il faut combler si véritablement on veut avancer dans la transition. Alors oui, il y a eu un record d'investissement dans les énergies décarbonées, mais c'est plus de la moitié, c'est commis par la Chine. Donc, deux enjeux se posent, entre autres, à cet égard, dans cette croissance envisagée des énergies décarbonées.
D'une part, on va consommer beaucoup plus de minéraux, on en a parlé, et il y a aussi donc cet enjeu de la domination de la Chine dans les chaînes d'approvisionnement de l'industrie minière. Alors, pourquoi? Ben, encore une fois, ce sont des choses que je suis sûr vous savez. Un véhicule électrique, c'est bien beau, j'en ai un. Je suis venu avec ça ici à ce colloque, mais ça consomme beaucoup plus de minéraux que un véhicule à essence. Donc, et une centrale au gaz une centrale éolienne de même capacité qu'une centrale au gaz demande 170% de plus de minéraux et les mines. Ça prend 10 à 15 ans avant de passer de la découverte à l'exploitation. C'est du temps très long. Et également, il y a des enjeux de gouvernance. On pense entre autres au cobalt et la République démocratique du Congo. Oui, on a besoin de plus de cobalt, mais venant de pays qui n'ont pas une gouvernance absolument exemplaire. Alors, on va s'y attarder un peu plus. Donc, comme vous voyez ici, je voulais simplement vous donner une représentation graphique. Donc, vous avez à gauche la différence énorme en termes de consommation de minéraux pour un véhicule électrique et pour un véhicule à essence. Et dans les énergies du haut, vous les voyez peut-être pas bien, mais ce sont les centrales éoliennes solaires demandent beaucoup plus de minéraux que les énergies carbonées, les énergies traditionnelles qu'on connaît. Donc, ça, c'est déjà évidemment un enjeu. Alors, deux problèmes se posent. Je ne dis pas qu'on ne peut pas les résoudre, mais deux problèmes se posent. C'est d'une part la disponibilité. Ça a été mentionné, il y a assez de minéraux. Les experts nous disent qu'il y a assez de minéraux dans ce monde pour faire face aux besoins de la transition. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'il faut qu'une compagnie minière y trouve son compte, donc puisse l'opérer, la développer et l'opérer de façon rentable sur le plan commercial. L'industrie minière n'est pas une industrie comme l'industrie de l'électricité où les sociétés d'État, où l'État intervient, tout simplement parce que c'est beaucoup trop risqué. C'est une industrie qui est à très haut risque. Donc, les États, habituellement, ne veulent pas se mêler de cette activité parce que vous pouvez investir 150 millions pour absolument rien et découvrir que, finalement, la réserve n'est pas intéressante. Alors, ce sont des entreprises et ces entreprises doivent y trouver leur compte. Donc, un des enjeux, c'est le rapport ici du Fonds monétaire international qui dit que si on veut respecter les objectifs de décarbonation en 2050, ben ça va coincer pour certains minéraux. On pense au graphite, au cobalt, au nickel, au lithium, donc des matériaux qui sont essentiels à la transition énergétique. On n'est pas sûr qu'on va pouvoir mettre en exploitation commerciale autant les quantités qui sont requises pour faire face à un monde décarboné en 2050. Donc, c'est vraiment déjà un premier enjeu. Puis, parenthèse, c'est un peu, je dirais, dérangeant de savoir que pour se guérir d'un mot causé par une industrie extractive, d'une énergie qu'on prend dans le sol, il faut retourner encore une fois dans le sol, dans le sol terrien pour trouver la solution aux problèmes créés par une autre industrie extractive. Donc, on passe là d'une dépendance à une énergie fossile tirée du sol à des minéraux également tirés du sol. Le cuivre, c'est un des matériaux, des minéraux où il y a le plus d'inquiétude. Un rapport de la bien connue firme SAP publié en 2022 dit, écoutez, dès 2025, là, si les rythmes de la transition se maintiennent, là, ça va commencer là, à être un petit peu problématique. Et ils vont aussi loin que de dire, là, dans leur sommaire exécutif, que ça peut poser une menace à la sécurité internationale. Ce ne sont pas mes mots, ce sont les leurs. Et qu'on pourrait, dans le fond, assister à une géopolitique encore plus féroce que celle qu'on a connue avec les énergies fossiles. Le deuxième enjeu, donc je vous parlais d'enjeu de disponibilité des minéraux. Le deuxième enjeu, c'est la concentration du raffinage, non pas, encore une fois, des réserves de mines dans les sols, pas ça du tout. Évidemment, on prend les minéraux, ensuite il faut les raffiner pour les besoins industriels. Et cette activité-là, elle est dominée complètement par la Chine. Alors, vous le voyez ici, les chiffres sont absolument spectaculaires. On est dans le 70, le 90% pour le raffinage, je dis bien, de plusieurs minéraux qui vont être nécessaires à la transition. Et là, je vais faire glisser une série de graphiques, justement, qui vont vous montrer cette domination à tout égard dans les énergies renouvelables. Domination chinoise également en batterie. C'est bien, encore une fois, beau, les véhicules électriques, mais la batterie
dans les véhicules, c'est essentiellement fait en Chine. Donc, on a laissé cette expertise se développer en Chine au cours des 30 dernières années. Regardez, la moitié des véhicules électriques dans le monde sont produits en Chine. Les véhicules électriques chinois peuvent être vendus à 20 000 $. Donc, on est un peu embulé ici. On se dit, c'est un véhicule électrique, ça coûte cher. Oui, ça coûte cher, mais pas en Chine. En Chine, ça coûte pas cher. Et évidemment, les Chinois ont déposé, il y a pas une semaine, une plainte formelle à l'Organisation internationale du commerce pour les obstacles auxquels ils font face, auxquels le pays fait face pour vendre ses véhicules électriques en Amérique du Nord et en Europe. Alors, les Chinois sont prêts à exporter ces véhicules, mais font face à des obstacles réglementaires et ils ont donc déposé une plainte formelle. Et c'est la même chose pour les panneaux solaires. Encore une fois, une énergie absolument pas contestée. Tout le monde aime le solaire, mais essentiellement, la chaîne d'approvisionnement des panneaux solaires, c'est dominé par la Chine. Alors, les États se sont réveillés très tardivement à cette réalité. Et puis, beaucoup de gens disent, dans le fond, qu'on dormait tous là, au cours des 30 dernières années. On s'est satisfait là, de plusieurs produits disponibles à $1 chez Dollarama. Puis on s'est dit, les Chinois fabriquent ce genre de choses. Ça n'a pas grand valeur ajoutée, c'est pas grave. Aujourd'hui, là, beaucoup d'observateurs constatent que les Chinois n'ont pas fait que des produits de Dollarama. Ils se sont aussi bâtis une puissance industrielle dans plusieurs secteurs et particulièrement dans les énergies renouvelables. Note en bas de page, ce n'est pas pour des raisons de transition énergétique, c'était pour rencontrer leur important besoin en énergie et assurer leur propre sécurité énergétique. Parce qu'évidemment, les Chinois maintenant sont devenus des très grands importateurs de pétrole, très grands importateurs de gaz, ça les insécurise. Donc, ils ont développé un secteur énergétique qui pouvait leur assurer une plus grande autonomie face à cette nouvelle dépendance accrue. Et autre note en bas de page, la Chine s'est développée une flotte navale tellement importante qu'elle dépasse celle des États-Unis maintenant, toujours pour protéger la libre circulation du pétrole dans le détroit de Malacca, où la plupart des pétroliers circulent pour envoyer le pétrole vers la Chine. Donc ici, je vous rapporte ici quelques faits. En 2022, donc les Américains se sont un peu réveillés à cette problématique de dépendance envers la Chine dans les minéraux. Et le président Biden a émis une directive présidentielle et dans son titre officiel, il dit, c'est pour Breaking Dependence on China. Donc c'est clair, on fait une directive, j'ordonne au gouvernement américain de me trouver une stratégie pour qu'on se défasse de cette dépendance envers la Chine. Ça va prendre du temps, mais les efforts sont engagés. Même chose pour l'Europe qui a adopté un Critical Raw Materials Act pour assurer une plus grande indépendance face à la Chine. Et un événement qui est passé relativement inaperçu, mais le ministre Champagne, il y a un peu plus d'1 an, a invoqué des raisons de sécurité nationale pour expulser 3 entreprises chinoises qui étaient associées à des mines d'exploitation du lithium. Alors, des partenariats sont en cours. Il y a eu une initiative de gouvernance des ressources stratégiques qui a été mise en place par les États-Unis avec quelques alliés en 2019 et même chose pour un autre partenariat il y a 1 an et demi avec d'autres pays. Donc, les pays, je dirais, alliés, amis, maintenant discutent de façon énergique de partenariats pour s'assurer de bâtir un approvisionnement fiable pour rencontrer les besoins de la transition énergétique, mais également les besoins en matière de défense, parce que, comme vous le savez, l'armement aussi utilise beaucoup de minéraux. Et si vous avez un pays qui est peut-être votre ennemi qui vous fournit en minéraux, bien sûr, ça crée une situation très inconfortable. Autre élément, je dirais deux événements importants. Moi, je pense qu'on a basculé dans un autre monde depuis 2 ou 3 ans. Le premier que moi j'ai observé comme observateur attentif du secteur énergétique, vraiment une multiplication, un effet boule de neige des engagements zéro carbone pour 2050.
pas très difficile à comprendre. Au départ, c'est apparu, c'était plutôt des vœux pieux. Puis là, à un moment donné, ben là, vous voyez une municipalité le faire. Le maire veut pas être en porte-à-faux, le fait. Vous avez également une entreprise, ben, elle dit, mon concurrent le fait, je vais le faire moi aussi, etc., etc. Donc, une multiplication importante des engagements de zéro carbone dans le monde, si bien qu'à peu près maintenant, toutes les émissions, la population mondiale et l'économie internationale est couverte par des engagements de zéro carbone. Deux points ici, beaucoup alimentés par les rapports de plus en plus alarmants du GIEC, là, l'Agence intergouvernementale d'études sur le climat, donc qui relève de l'ONU, qui fait des rapports depuis 88, puis qui là dit, écoutez, là, on manque de plus en plus de temps si on veut vraiment arriver à un monde décarboné en 2050 et les effets des changements climatiques deviennent de plus en plus conséquents et visibles. Donc, beaucoup d'engagements. Et moi, je ne suis pas cynique. Je pense que pour beaucoup d'entreprises, tous ces engagements sont maintenant étudiés. Ils font l'objet d'une vigie active de plusieurs ONG qui publient des rapports et qui disent, écoutez, telle entreprise, ben ils sont pas sérieux, tel autre, ils bougent bien. Donc, je pense que ça va quand même donner des effets sur le court, moyen et long terme qui vont être conséquents. Et le deuxième élément, je pense, de bascule, on l'a tous vécu récemment, c'est la combinaison de la pandémie où on s'est rendu compte que ça n'a pas de bon sens. On n'est même pas capable de se procurer des masques. Ça vient encore une fois de la Chine. Je pense qu'il y a une prise de conscience qu'on ne pouvait pas être dépendant comme ça pour certains biens essentiels. Dans le cas de la pandémie, c'était des masques, puis on n'en avait pas. Et puis, l'évasion russe de l'Ukraine aussi a également complètement fait basculer les esprits, notamment en Europe, mais aussi aux États-Unis. Et je pense que l'effet Trump a aussi un peu joué. En fait, ça ici, c'est un discours du conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, Jake Sullivan, en avril 2023. Je le considère comme un discours historique où il a dit, ben écoutez, on change de monde. On change de monde, on passe d'un registre à un autre. On a connu la mondialisation, la libéralisation des marchés, mais ça a entraîné qu'on a perdu notre capacité manufacturière. Capacité manufacturière, il y a un implicite dans ce discours. Ça a créé l'effet Trump. On a vu aussi avec la pandémie et les Européens qui étaient dépendants du gaz russe, on a vu les méfaits d'une dépendance excessive face à des biens stratégiques. Et on voit que avec la Chine qui croît en importance et qui devient un peu plus, selon notre perception, agressive, les chaînes d'approvisionnement dont nous avons besoin risquent d'être militarisées ou sinon utilisées pour effectuer des gestes de coercion, comme l'a voulu faire la Russie avec les Européens et la dépendance envers son gaz. Donc, on change d'époque. On revient aux politiques industrielles qui étaient très mal vues au cours des 30 dernières années. Ben là, on revient donc à une ère où les États prennent les choses en main et établissent des politiques très agressives pour se défaire de la Chine et mettre le pied dans la transition énergétique qui va créer une nouvelle industrie, un nouvel écosystème économique dans lequel maintenant les États veulent être partie prenante et surtout être les premiers et les leaders. Alors, ça a donné lieu, donc ce basculement, ça a donné lieu à l'adoption de l'Inflation Reduction Act, qui est une loi mal nommée. C'était pour des raisons politiques, mais en fait, c'est une politique industrielle extrêmement généreuse. C'est le mot que j'entends le plus depuis que je lis sur cette loi-là, c'est le mot généreux. Ce sont des crédits importants et qui n'ont pas de limite. C'est-à-dire qu'une entreprise peut dire, ben moi, je vais produire de l'hydrogène vert, refaire une autre usine dans un autre État, une autre dans un autre État, puis il va toujours obtenir des crédits. Donc, 400 milliards de crédits qui vont être accordés aux énergies décarbonées et c'est déjà le cas aux États-Unis. Comme je l'ai constaté et que je vous l'ai mentionné, que les Américains bougent vite, il y a déjà des milliards et des milliards d'investissements qui sont déjà déployés aux États-Unis dans les énergies décarbonées. Et voyez ici la différence entre une politique ou une situation de développement de l'industrie des renouvelables sans l'Inflation Reduction Act, et vous voyez ici l'augmentation quand même très sensible, spectaculaire de cette loi et son impact sur la quantité d'énergie ou de centres de production d'énergie décarbonée qui vont être mis en place aux États-Unis d'ici 2032. La loi se termine en 2032. Alors, à partir de là,
on change complètement la donne. Là, les autres États se disent, mais moi, mon entreprise qui fabriquait des éoliennes au Québec veut maintenant aller aux États-Unis parce qu'ils vont profiter des crédits. Ils vont ouvrir, au lieu de fabriquer des pales à Matane, on va en construire au New Jersey parce qu'on va obtenir des crédits, ça va être beaucoup plus rentable, puis on va faire plus d'argent. Donc, les États ont été littéralement pris à faire quelque chose. Donc, le Canada s'était attendu, quelques mois plus tard, lors du budget de 2023, à adopter des crédits tout aussi généreux pour que l'Inflation Reduction Act. Donc, vous voyez 80 milliards à l'échelle du Canada comparé à 400 milliards aux États-Unis, c'est quand même très, très significatif. Puis, note en bas de page, Norvolt, eh bien, quand elle est venue au Québec, elle a dit, écoutez, moi, je peux aller aux États-Unis avec l'Inflation Reduction Act, donc, vous devez nous donner la même chose. Et on a appris il y a quelques semaines qu'effectivement, Norvolt a obtenu exactement les mêmes faveurs qu'elle aura obtenues aux États-Unis. Et donc, à partir de là, elle a décidé de venir au Québec pour d'autres raisons, dont, bien sûr, le fait que notre électricité est entièrement décarbonée. Alors, le Québec, donc, même chose, je viens d'en parler, Norvolt. Donc là, on parlait des États-Unis, l'Europe a fait la même chose, le Japon a fait la même chose. Et là aussi, le Québec se dit, bon, ben, à partir du moment là où cette industrie-là décolle aux États-Unis, les premiers arrivés vont obtenir des parts de marché, vont introduire un nouvel écosystème qui va être celui de l'économie de demain, l'économie de la décarbonation, de la transition énergétique. Alors, le Québec s'est donc lancé aussi de façon un peu précipitée dans cette course pour attirer tout un écosystème de batteries. Et on a vu donc l'implantation de... On a beaucoup entendu parler de Norvolt, mais il y en a beaucoup d'autres aussi qui se sont installés au Québec au cours des dernières années. Alors, la transition, j'arrive à la fin. Donc, on avait, je vous en ai parlé, une géopolitique de pétrole, une géopolitique du gaz, et là, maintenant, il y a une géopolitique de la transition énergétique qui va beaucoup tourner vers la possession ou non de la capacité d'extraction et de raffinage des métaux qui sont nécessaires à la transition énergétique, et ça au cours des 30 prochaines années. Donc, il va y avoir des gagnants et des perdants, et c'est pas toujours ce qu'on pense. On peut penser, production pétrolière, l'Arabie Saoudite devrait être une perdante, pas nécessairement, parce que au fur et à mesure qu'on va consommer moins de pétrole, ceux qui vont rester, ça va être ceux qui vont être la production, les coûts les plus bas. Donc, l'Arabie Saoudite, pour le moment, voit la transition pas nécessairement d'un mauvais œil, parce que se dit, c'est moi qui produis le pétrole le moins cher au monde, alors c'est moi qui vais vendre la dernière goutte de pétrole disponible. Puis encore une fois, ça n'arrivera pas parce qu'il y a l'industrie pétrochimique qui est responsable de 10 à 15 de la consommation pétrolière. Pour le moment, on n'a pas vraiment de solution pour remplacer tout ce qui est produit par la pétrochimie. Il y a également le rôle pour revenir d'ailleurs aux perdants, moi je pense que les pays qui vont être perdants dans la transition, notamment les productions fossiles, c'est les pays qui sont mal gouvernés. Donc je ne miserai pas beaucoup sur le Nigeria, je ne miserai pas beaucoup également sur la Russie, qui sont, avec la gouvernance qu'ils ont, je ne pense pas qu'ils vont nécessairement à long terme. Là, on parle vraiment de long terme, s'en tirer correctement avec la transition. L'autre élément important, enjeu important, c'est la production de gaz. Ici au Québec, on se débat sur le gaz, on dit on n'en veut pas, très bien, mais c'est absolument pas le cas dans d'autres pays. En Asie, là, les autres, ils misent sur le gaz parce qu'ils veulent faire comme les États-Unis. Les États-Unis émettent moins de gaz de GES de la production d'électricité depuis qu'ils ont misé sur le gaz de schiste abondant. Ils ont remplacé leurs centrales au charbon par des centrales au gaz. Donc, 40% du mix énergétique américain, il y a à peine 15 ans, c'était du charbon. Maintenant, c'est à 20% et c'est en déclin. C'était remplacé par du gaz et ça fait diminuer les gaz à effet de serre parce que le gaz est moins émetteur. Je sais qu'il y a la question du méthane, là, mais il est moins émetteur qu'une centrale, bien sûr, au charbon ou une centrale au pétrole. Alors, l'Asie, c'est ce qu'elle veut faire. L'Asie se dit, ben nous, on utilise du charbon, on veut décarboner, puis notre décarbonation, ça va passer par l'industrie du gaz. Mais évidemment, ça aussi, c'est quand même considéré comme une énergie fossile. Donc, il y a tout ce questionnement. Quel va être vraiment le rôle du gaz dans la transition énergétique? Je vous dirais que le sort n'est pas encore déterminé pour cette forme d'énergie.
Il y a eu une session là-dessus aussi sur l'hydrogène. Est-ce que ça va être une énergie locale? Beaucoup disent oui, parce que bon, c'est difficile de transporter de l'hydrogène. Il faut encore la transformer en ammoniac pour mieux la transporter. C'est encore de l'énergie nécessaire pour cette activité-là. Est-ce que ça va être exporté? À quelle hauteur de volume? Donc ça aussi, il y a encore beaucoup de questions sur ce type d'énergie, le rôle qu'elle va jouer dans la géopolitique de l'énergie de demain. Et évidemment, on en a parlé, c'est le producteur de minéraux. Qu'est-ce qui va en tirer le plus profit? La Bolivie détient énormément de lithium, mais n'est responsable que de 1% de la production. Est-ce qu'elle va être en mesure de vraiment prendre sa place, même si elle a d'importantes réserves? C'est pas encore sûr. Il y a tous les enjeux, bien sûr, d'acceptabilité sociale. On en a parlé aujourd'hui dans la journée. C'est très important. Qui aime avoir une mine, un gros trou près de son territoire? Anecdote, le dernier Super Bowl, j'étais avec des gens, puis il y a quelqu'un qui m'a dit, bon, ben moi, ça fait 30 ans que j'ai mon chalet, puis là, il y a une firme qui est en train de faire de l'exploration minière. Ça fait pas mon affaire. Donc, c'est ça, c'est le monde dans lequel on est entré. Donc, il doit y avoir des enjeux d'acceptabilité sociale. Le nombre de claims, là, de miniers au Québec a augmenté de 66% au cours des 2 dernières années. Donc, presque tout le territoire québécois maintenant fait l'objet de claims. Donc, vous voyez que la situation a changé très vite. Mais quand on va véritablement s'engager dans des activités d'exploration, ça risque de pas être simple parmi plusieurs communautés. Évidemment aussi, l'évolution de la technologie batterie, ça va jouer aussi dans la géopolitique de la transition énergétique. Est-ce qu'on va changer le lithium pour d'autres matériaux? Question que certains se posent. Quels vont être les effets du recyclage? Le recyclage, pour les 10 prochaines années, va pas beaucoup compter, mais à mesure qu'il y aura plus de batteries, évidemment, son rôle va être encore plus important. L'effet des cycles, vous savez, la production minière, vous le savez, c'est des hauts et des bas, qu'on va faire face encore à de tels cycles, malgré le fait qu'on a besoin de plus en plus de minéraux. Et également, toute la question qui se pose, c'est que les pays qui ont les minéraux nécessaires à la transition, est-ce qu'ils vont se retrouver dans le cas de la Norvège, donc qui a beaucoup profité de l'exploitation pétrolière, qui en profite encore beaucoup aujourd'hui, qui a plus que 1 trillion de fonds souverains pour une population de 5 millions d'habitants, pays immensément riche, ou ça va être le Nigeria, avec le fait que, dans le fond, c'est quand on a découvert du pétrole que là, le pays s'est mis à mal aller. Alors, ça aussi, ça va être certainement un enjeu à surveiller au cours des prochaines années. Alors ici, je ne passerai pas à travers l'acétate, là, mais vous voyez déjà un peu les différences entre la géopolitique des fossiles et des renouvelables. Je vous résumerai en gros, là, de façon bien sommaire, que si la géopolitique des énergies fossiles a quand même donné lieu à beaucoup de conflits, on n'a pas eu le temps d'en parler aujourd'hui, mais bon, dans différentes guerres, a joué un rôle extrêmement important sur le plan militaire, économique et politique. On peut penser que un monde de transition énergétique, un monde d'émissions à zéro carbone, ça ne sera pas le paradis terrestre, là, on s'entend, mais ça va probablement donner lieu à moins de conflits. Une des raisons, c'est que les énergies renouvelables sont locales. Vous avez du soleil, vous n'avez pas besoin d'acheter le soleil ailleurs. Vous avez du vent, vous n'avez pas besoin d'acheter le vent ailleurs. Donc, la ressource, elle est naturelle. Et également, l'industrie minière qui va prendre un rôle très important en termes de rente financière, c'est beaucoup moins important que l'industrie pétrolière. L'industrie pétrolière, c'est des rentes et des sommes absolument astronomiques de billets verts, mais l'industrie minière, même dans un monde décarboné, on n'atteindra pas la hauteur de ces sommes-là, entre autres parce qu'il va y avoir différents métaux. On n'a pas qu'un seul minéraux, il y a différents minéraux qui doivent être utilisés et chacun donc font l'objet où on peut en tirer des rentes beaucoup moindres que pour l'industrie pétrolière. Voilà, merci beaucoup. Question? Allez-y avec la première, puis ensuite... Bon, j'y vais. Merci beaucoup. J'ai deux commentaires et une question. Mon premier commentaire, c'est sur la Russie. La Russie n'a pas fermé ses exportations de gaz vers l'Europe. C'est l'Europe qui a arrêté les importations de gaz et la Russie aurait continué à vendre son gaz, il n'y a pas de problème. Donc, en quoi, selon vous, ça plus sa gouvernance, ça impliquerait à long terme que la Russie ne puisse pas embrasser la transition énergétique, alors que, par exemple, sa stratégie hydrogène consiste en 2050 à être 20%
de la production mondiale de cet hydrogène? Ça, c'est la première question sur la Russie. Et la deuxième question, c'est... vous avez parlé rapidement de la géopolitique de l'hydrogène. C'était l'objet de ma conférence ce matin. Donc, ah bon, d'accord. Je l'ai manqué. Oui, effectivement, je vous le confirme. Et du coup, le sujet, c'est est-ce que vous avez regardé la stratégie hydrogène du Japon, publiée, du coup, la GX, publiée en juillet dernier? Parce que justement, là, l'idée, c'est pas du tout de transitionner l'électricité, la production d'électricité avec le gaz, mais c'est d'aller jusqu'à l'ammoniac et d'avoir des productions combinées gaz-ammoniac à partir d'hydrogène vert. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette stratégie qui est, mine de rien, une stratégie à 107 milliards de dollars américains d'ici 2035? Merci. Ben, première question, on a, je dirais, tous les deux raisons. La Russie a interrompu la livraison de gaz à plusieurs pays et également les Européens ont dit, nous, on veut se séparer du gaz de la Russie à partir de 2027. Donc, en ce moment, il y a encore du gaz qui circule, beaucoup moins qu'avant. On est passé d'une proportion de 40% environ d'approvisionnement gazier de l'Europe promené de la Russie à peu près à moins de 10%. Et également, il y a du gaz naturel liquéfié qui circule encore de la Russie, sous forme liquéfiée qui circule de la Russie vers l'Europe. Mais effectivement, non, la Russie, comme mesure de sanction au début de la crise, avait interrompu certains flots. Et également, rappelons-nous que Nord Stream, les deux tuyaux de Nord Stream ont fait l'objet d'attentats, donc il n'est plus possible de faire circuler du gaz à travers ces deux tuyaux qui passaient sous la mer Baltique et qui reliaient la Russie à l'Allemagne. Écoutez, vous pourriez probablement mieux répondre à ma question, à votre question. Moi, je pense que le Japon a toujours été extrêmement ouverte à l'hydrogène, ça fait des années, là, donc entre autres pour assurer son indépendance énergétique. C'est un pays qui mise beaucoup là-dessus. C'est probablement, vous me direz, le leader, là, le pays le plus volontaire en termes de production d'hydrogène. Maintenant, en termes de géopolitique, mais encore une fois, je me retourne vers vous. Pour qu'il y ait de la géopolitique, il faut qu'il y ait un commerce mondialisé, puis il faut qu'il y ait des mesures de rétorsion possibles, par exemple des navires qui circulent, puis là, on les bloque ou autre, on fait des blocus, etc. Et il faut que ça soit aussi extrêmement important si cette circulation d'hydrogène comble pas de grands pans des besoins énergétiques d'un pays. Un pays ne fera pas la guerre pour ça, là. Donc, moi, je pense que le Japon, moi, j'ai un peu l'impression, mais vous me direz que le Japon fait un peu bande à part, là. Mise beaucoup là-dessus parce que c'est un pays qui n'a pas de ressources naturelles. Puis, est-ce que ça va donner lieu à une grande géopolitique de l'énergie parce que le Japon en utilise beaucoup? Je suis pas sûr. Donc, c'est à voir. Je sais que je réponds de façon un peu indirecte à votre question, mais c'est le mieux que je puisse en dire. Bonjour. Ma question porte sur le devenir des pays pétroliers. On voit bien que certains des pays pétroliers, je pense en particulier à l'Arabie Saoudite et même au Nigeria, ont décidé de basculer une partie de leur financement vers l'industrie minière. L'industrie comment? Minière. Ah oui, minière, bien sûr. Les Saoudiens ont monté une compagnie, Madon, qui a acheté des gisements de par le monde, qui dépensent énormément, qu'on va voir arriver ici, évidemment. Les Nigériens, avec leurs moyens et leur organisation, avec des guillemets, un petit peu aussi. Est-ce qu'on va vers vu que le prix du pétrole, le pétrole va servir un peu moins, est-ce qu'on s'en va vers une augmentation des prix du pétrole ou une baisse des prix du pétrole? Est-ce qu'on va vers de nouveaux conflits pétroliers? Oui, bien, c'est une bonne question. Je souris parce que je suis un peu... mais écoutez, je donne quelques fois des entrevues aux médias, puis j'ai une seule chose que je leur dis auquel je ne réponds plus. Je leur ai dit, écoutez, là, je ne réponds plus aux questions sur les prix du pétrole parce que c'est absolument imprévisible. Absolument imprévisible. On pourrait donner des grandes tendances. On pourrait dire, ben écoutez, comme c'est un produit qu'on va moins utiliser, deux réponses. Quand c'est un produit qu'on va moins utiliser, donc il va être moins en demande, donc son prix devrait baisser. Mais à l'inverse, s'il y a moins de producteurs, si des producteurs sont sortis du marché, ça donne un pouvoir de marché aux quelques producteurs qui restent, qui, eux, vont en profiter pour augmenter leur prix. Donc, il y a des vents contraires, là. Donc, c'est à voir. Moi, j'ai quand même l'impression que ça va être aussi lié à la vitesse de la transition. Si on transite pas très vite, ben c'est sûr que le prix du pétrole va être beaucoup plus influencé par des facteurs économiques, comme c'est le cas actuellement, puis quelquefois des facteurs géopolitiques. Mais si on transite très vite, ben là, c'est autre chose, là. Donc, ça dépend d'un tas de variables, mais loin de moi de prédire l'avenir des prix du pétrole. Pour le faire depuis quelques années, là, c'est absolument imprévisible.
Le marché est très économique, financiarisé, mais il fait aussi l'objet de spéculations sur le plan, je dirais, psychologique qui sont imprévisibles. Comment les gens se sentent par rapport à l'économie internationale, ça ne repose pas nécessairement sur des tangentes là, toujours très solides. Voilà. Est-ce que j'ai oublié une question? Non, c'est ça? Non, c'est celle-là? OK, d'accord. Merci. Merci pour votre intervention. J'avais une autre question. C'est associé, vous avez mentionné les pipelines en termes d'infrastructures assez critiques et puis de tensions géopolitiques associées. Qu'est-ce que vous pensez à l'heure où il va y avoir un accroissement d'électrification dans les usages, de tout ce qui est réseaux électriques transfrontaliers continentaux? Est-ce qu'ils peuvent faire eux aussi l'usage, devenir des armes géopolitiques? Et également, qu'est-ce que vous pensez aussi de la numérisation croissante des réseaux électriques et bien évidemment du secteur de l'énergie de façon plus générale, étant donné qu'il y a une hausse des énergies renouvelables variables, éolien, solaire, dans les mix, ça implique plus de coordination, donc plus de numérisation. Est-ce que c'est aussi un risque géopolitique? Oui, bien écoutez, je me souviens que j'y ai consacré quelques pages dans mon livre. L'électricité ne peut pas avoir la même géopolitique qu'une énergie qu'on fait circuler à travers le monde là, et qu'on peut mettre dans un baril. Là. On ne peut pas le faire avec l'électricité. Donc, ma conclusion sommaire, c'est que des échanges d'électricité entre des pays amis comme le Canada et les États-Unis, il n'y a pas de géopolitique, c'est vraiment des contrats commerciaux. D'autre part, pour pouvoir exercer une contrainte, il y a une question de distance, là, parce que si vous livrez de l'électricité au-delà de 2-3 000 km, là, votre électron ne se rend plus. Là. Donc, vous avez un rayon d'action. Mettons que vous voulez exercer une contrainte, vous avez la possibilité d'un rayon d'action d'environ 2000 km là, autour de votre territoire. Bien sûr, la Russie le fait avec l'Ukraine, parce qu'ils ont des interconnexions. La Russie, l'Union soviétique le fait avec les pays de l'Europe de l'Est à l'époque de l'Union soviétique. Ils ont des fois fait des coupures d'électricité. Il y avait des fils, mais ça ne comblait pas tous les besoins énergétiques du pays, il faut s'entendre. Donc, c'était un approvisionnement qui était plus limité, mais qui ne mettait pas nécessairement en péril le pays. Puis maintenant, pour moi, dans le tableau à la fin, que je n'ai pas présenté parce que c'était un petit peu trop long, le principal enjeu que je voyais avec effectivement l'électrification, c'est l'enjeu de la cybersécurité. Écoutez, c'est un enjeu immense là, qui est déjà présent, qui se pose devant nous. Pour avoir encore des collègues d'Hydro-Québec, j'en salue un ici, Michael, qui est ici, qui est mon dernier voisin de bureau à Hydro-Québec, ça a été Michael. Les budgets associés à la cybersécurité à Hydro-Québec ont explosé, puis c'est comme ça dans toutes les compagnies d'électricité. Ça va devenir véritablement un très, très grand enjeu. Donc, et la numérisation également, parce que là, on devient aussi dépendant. Et la géopolitique un peu de l'énergie vient quand on se crée une vulnérabilité, et ça, c'en est une. C'en est une nouvelle qui se pose avec l'électrification. On va être plus vulnérable par rapport à des réseaux électriques qui vont être interconnectés. Donc, si un réseau va pas bien ou l'opérateur veut l'utiliser à mauvais escient, il va pouvoir agir. Donc, il va falloir évidemment qu'on ait des mesures et des technologies qui permettent de parer à tout ça. Alors, c'est sûr que selon moi, c'est le principal enjeu politique ou un des principaux enjeux politiques avec l'électrification. Merci. Du coup, j'ai une dernière question, c'est votre réponse à la question d'Alex qui me fait penser à ça. Vous parliez du coup de la limitation du champ d'action pour les exportations d'électrons, vous avez tout à fait raison. Et du coup, c'est justement pour ça que dans l'ensemble des pays où il n'y a pas d'hydrocarbures, mais où il y a du grand potentiel d'énergie renouvelable, justement, on va transformer cet électron en hydrogène parce qu'il vaut mieux le transformer et l'exporter, même s'il y a un surcoût, plutôt que de ne juste pas du tout transporter cette électricité. Du coup, à partir de là, si on devait réfléchir sur une géopolitique de l'électron qui soit transformé en molécule ou pas, selon vous, les plus gros gagnants, ça pourrait être qui ? Écoutez, les plus grands gagnants, encore une fois, c'est une réponse générale, c'est les producteurs d'énergie renouvelable. C'est ceux qui vont avoir une grande capacité de production d'énergie décarbonée. Parce que si, effectivement, vous le savez, si on veut de l'hydrogène, il faut que ce soit de l'hydrogène vert. Bon, on ne parlera pas des couleurs, là, mais mettons de l'hydrogène vert, bleu, tout ça, oublions ça. Mais ça, c'est de l'hydrogène vert. Et comme ça demande des grandes capacités d'énergie, une grande production,
ben, c'est sûr que ceux qui ont des grandes capacités, des grands gisements d'énergie renouvelable vont être les grands gagnants. Puis d'ailleurs, vous êtes peut-être pas sans savoir que c'est un débat qui fait rage actuellement aux États-Unis, c'est justement de dire est-ce que on doit créer des centrales d'énergie renouvelable pour produire de l'hydrogène vert? Question d'additionnalité, est-ce qu'on ajoute ou on prend le réseau existant? Donc là, les réglementations sont pas encore connues aux États-Unis, puis il y a beaucoup de gens qui disent on peut pas utiliser le réseau actuel pour seulement produire de l'hydrogène vert parce qu'il sert déjà des besoins économiques qui sont peut-être plus urgents, etc. Donc, toute cette question d'additionnalité, est-ce qu'on ajoute des centrales pour produire de l'hydrogène vert ou on le prend à partir du réseau qui n'est pas entièrement décarboné? Donc, moi, je pense que c'est ceux qui vont avoir beaucoup d'énergie renouvelable. Puis d'ailleurs, la situation a beaucoup changé au Québec. Je pense qu'il y a à peine 4-5 ans, on pensait qu'on serait peut-être un grand joueur dans l'hydrogène, mais avec la décarbonation et l'explosion des besoins en électricité, on s'est rendu compte que finalement, c'est pas un secteur qu'on va nécessairement développer en priorité comme on le pensait il y a à peine 4-5 ans. Donc du coup, si on prend le cas américain, le Québec ne va pas du tout, selon vous, saisir l'opportunité d'aller exporter de l'hydrogène dans le Sud, alors que, ou même sans même parler de l'Europe, hein, ou de la Chine ou du Japon, vous pensez que sur les États-Unis, alors que pourtant le réseau est défaillant, alors que pourtant le réseau est mal interconnecté au niveau national, alors que pourtant vous pensez que le Québec n'a pas une carte à jouer encore? Oui, il y a certainement une carte à jouer, mais et peut-être que dans les prochaines, comme vous le savez maintenant, c'est un peu le gouvernement qui a fixé des priorités pour choisir les industries qui obtiendront les précieux électrons qui n'étaient pas précieux il y a à peine quelques années, le sont devenus. Donc, c'est le gouvernement qui va effectivement choisir, mais je pense que mon point surtout, c'est qu'entre les ambitions ou comment on voyait les choses il y a 5 ans et aujourd'hui, la situation a beaucoup changé. Je pense que oui, le Québec veut certainement, et le ministre Fitzgibbon ou autres ministres qui feront les décisions, qui prendront les décisions finales par rapport au choix des industries qui vont obtenir ces précieux électrons, va sûrement considérer l'hydrogène. Mais en même temps, les besoins sont tellement grands qu'il va falloir faire un équilibre et disperser un peu les électrons à différents joueurs de l'industrie, ce qui fait que ça limite les possibilités de développer une très grosse industrie de l'hydrogène au Québec, selon moi. Ou une très Il grosse va y en industrie. avoir, mais pas autant que je pense qu'on pouvait le penser quand on pensait qu'on était encore en surplus. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup.